Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer la séance. Je suis Justine Mandrou, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne aux multiples thématiques. Pour cette séance, nous avons prévu de vous proposer une conférence sur la détox digitale, comment protéger sa santé à l'ère de l'hyperconnexion numérique. Avant de laisser la parole à Emmanuel de l'association Les Chevaliers du Web, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Emmanuel, bonjour, je te remercie d'avance pour ton intervention. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Et du coup, merci. Merci Justine et merci à la Mutualité française d'avoir fait appel à nous sur cette question de l'hyperconnexion numérique. Je vais essayer d'être assez concise, même s'il y a beaucoup de choses à dire, et pour qu'on essaye de garder un maximum de temps pour les questions à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous noter les questions si je suis pas claire sur quelque chose ou si je passe trop vite. Voilà, j'essaierai de répondre au mieux à la fin. Alors moi, je fais partie donc des Chevaliers du Web. Alors cette association des Chevaliers du Web, hop, ah, voilà, ça y est. Cette association des Chevaliers du Web, elle est composée essentiellement de chevalières. Elle a été créée en 2018 par quelqu'un qui s'appelle Karine Bonisso. C'était en Vendée et elle habite près du Puy du Fou, d'où les Chevaliers. Et actuellement, donc, on est 5 et on essaye d'être répartis un petit peu sur tout le territoire. Donc, on a quelqu'un dans le nord, en Bretagne, on a quelqu'un sur Paris, du côté de Lyon, et moi, j'assure toute la partie sud-ouest. Et je suis aussi enseignante. Ici, vous avez un monsieur qu'on présente tout le temps parce qu'il a été notre parrain pendant longtemps. C'est Jacques Broder. Alors, il est décédé maintenant, mais il avait soutenu l'association à ses débuts. Lui, en fait, il était québécois. C'était un professeur québécois et il avait fait le lien déjà dans les années 2000, 2010. Il avait fait le lien entre les écrans et les jeux qui se développaient dans les cours d'école, qui du coup étaient un peu agressifs, un peu violents. Donc il avait fait, voilà, il avait fait ce rapport-là et il avait été le tout premier à proposer aux enseignants et à leurs familles de se lancer dans des défis 10 jours sans écran. Et puis ensuite, ça s'est importé en France et maintenant, vous en avez partout en France. Des écoles qui se lancent sur les défis 10 jours sans écran. Voilà, cette année, il a eu lieu du 13 au 25 mai. Et donc, nous, avec les Chevaliers, on a accompagné plusieurs écoles. Il y en a aussi qui le font sans notre accompagnement, hein, ça se fait assez facilement. Mais voilà, ça fait partie des missions de l'association d'accompagner les écoles là-dessus. Alors, on va avoir trois grandes parties. D'abord, on va vous proposer de jouer un peu sous la forme d'un autotest. Ensuite, on verra quels sont les risques de l'hyperconnexion pour notre santé. Et ensuite, je vous donne plein de solutions pour essayer de faire avec. Alors, je vous propose de vous équiper d'un petit bout de papier. Il n'y a que 7 questions, ça va être assez rapide. Un stylo, un bout de papier et d'essayer de voilà de vous centrer sur votre pratique. Voilà, ça va durer quelques minutes et d'être le plus honnête possible avec vous-même. Donc, à chaque question, vous aurez 3 possibilités de réponse, toujours les mêmes. Donc, soit non jamais, à ce moment-là, vous notez un carré. Si votre réponse c'est plutôt parfois, vous notez le rond, l'ovale. Et si c'est souvent, le triangle. On y va sur la première question. Utilisez-vous souvent votre téléphone pour passer le temps? Donc, non jamais, je me note un carré, parfois le rond, souvent rien. N'ayez pas peur, on ne sait pas. On ne saura pas ce que vous faites. Question 2. Est-ce que vous avez parfois l'impression de perdre la notion du temps quand vous êtes sur vos écrans? Non jamais, parfois, souvent. Vous savez, le moment où on se dit j'ai 10 minutes, je vais aller faire un tour sur ma messagerie et on se retrouve une demi-heure après en ayant été sur les réseaux, sur plein de sites différents. Est-ce que ça vous arrive? La question 3. Est-ce que vous avez l'impression que votre téléphone portable diminue votre productivité ou efficacité?
vous avez l'impression d'être moins efficace à cause de votre téléphone? La question 4. Est-ce que ça vous arrive pendant vos week-ends, en vacances ou même le soir alors que vous ne travaillez pas, de répondre à des appels ou des mails professionnels? Est-ce que ça ne vous arrive jamais? Vous arrivez à couper? Est-ce que parfois ça vous arrive ou c'est très souvent? Question 5. Est-ce que vous consultez votre portable plusieurs fois par jour, même si vous pensez qu'il n'y a rien de nouveau à voir? Un peu comme un réflexe. Question 6. Est-ce que vous vous sentez irritable ou inquiet lorsque vous oubliez votre téléphone ou que vous ne l'avez pas avec vous? Ça peut aller jusqu'à angoisser. Est-ce que vous n'êtes jamais inquiet, au contraire soulagé peut-être? Est-ce que vous êtes parfois inquiet ou souvent? Et je vous pose déjà la dernière question. Est-ce que vous dormez avec votre téléphone près de vous? Alors, je vous laisse faire les comptes. Alors, on va quand même, hop, regarder. Si vous êtes carré, on peut dire que votre utilisation est raisonnée, et que vous n'êtes pas trop incité, puisque ça a passé du temps sur les écrans. Si c'est parfois, on peut dire que votre smartphone a déjà une belle place dans votre vie, mais que vous savez lui résister. Et quand on est triangle, eh bien, c'est notre meilleur ami et on a du mal à s'en passer. Alors, un petit saviez-vous? Figurez-vous qu'un Français sur 5 consulte son téléphone dans les 5 minutes qui suivent son réveil. Et j'ai mis «et vous» parce que en vous questionnant déjà, hein, c'est la première étape, en se questionnant sur ses pratiques. Est-ce que vous faites partie, voilà, des gens qui consultent dans les 5 minutes? Est-ce que vous faites plutôt partie des 42% qui vont consulter dans les 30 minutes? Et on a 59% qui consultent dans leur téléphone. Hein. Donc 59%, c'est que dès qu'on se lève, eh ben, on a déjà le réflexe parfois d'aller regarder son téléphone. Il y en a beaucoup qui disent 5 minutes. Non, 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 parfois. Les médecins constatent de plus en plus de cas de tendinite du pouce. Ils appellent ça la textonite, de compression du nerf du coude et de douleurs cervicales. Alors, moi, je suis bien placée pour le savoir. C'est exactement. Alors, les pouces vont bien, mais la nuit, le nerf du coude me fait mal et la journée, la cervicale sans arrêt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique des choses qu'on vit là, à l'heure actuelle, hein, et de nos modes de vie et de travail, surtout depuis qu'on fait beaucoup de télétravail, et cette position-là qui est d'avoir toujours les poignets qui sont cassés, les coudes et les contractures au niveau des cervicales, donc de plus en plus. Le saviez-vous toujours? Il y a 2 tiers des Américains qui s'accordent à dire qu'une détox serait bénéfique pour leur santé, une détox digitale, mais on n'en a qu'un quart qui font réellement une cause dans leur pratique ou qui, du coup, mettent des choses en place. Donc ça, bah, c'est assez symptomatique hein, du fait qu'on a tous, on est nombreux en tout cas à savoir que les écrans, ceci, les écrans, cela, voilà, on nous en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup d'effets négatifs sur ces écrans, et pourtant, on a du mal à changer nos habitudes. Parce que c'est les Américains, mais on est nombreux à être concernés. Le blurring, alors c'est un nouveau mot qui est issu de l'anglais et qu'on va utiliser de plus en plus souvent. Le blurring, donc, c'est la frontière qui devient de plus en plus floue, blurring c'est flou, entre nos vies personnelles et nos vies professionnelles. On a 80% de salariés européens qui disent qu'ils sont sollicités sur leur temps personnel par leur entreprise.
Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde répond sur son temps personnel, hein. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de recevoir des mails, de recevoir des textos, des notifications. Alors, il y en a pour à qui ça convient très bien parce qu'ils disent, ben, quand je suis dans la salle d'attente, quand je suis dans les transports, je peux répondre. Je suis sur mon temps perso, mais je peux répondre à mes mails pro et du coup, je deviens plus efficace. Et en plus, on s'imagine que du coup, ben, quand on est sur son temps perso, on peut aussi, pardon, sur son temps professionnel, on peut aussi répondre à ses demandes perso. Ça, c'est un peu selon l'employeur. Mais pour beaucoup, ça va plus créer ben, du stress, ça va créer ben, de l'espace familial qui est envahi aussi par la vie professionnelle. On coupe jamais. Et du coup, au fur et à mesure, ben, ça devient compliqué à vivre. On a presque un salarié sur deux qui serait victime de surcharge informationnelle. Alors là aussi, on a un nouveau mot, infobésité, qui est dans le Larousse. Alors, je vous ai mis quand même la définition du Larousse parce qu'elle me semble hyper intéressante. On est sur la surabondance d'informations imputées aux chaînes d'information en continu, au réseau de nouvelles technologies de la communication, et qui crée de la dépendance chez l'utilisateur. Voilà, donc on a plein d'infos là-dedans. L'infobésité, c'est toujours ces infos, ces mails qui nous arrivent. Alors, dans la vie perso, ben c'est peut-être les mails à traiter. On perd un temps fou à traiter tous des mails qui parfois ne nous concernent pas, parce qu'on a été mis en copie, parce que ça va être une newsletter, parce que ça va être une pub, etc. Donc déjà, il faut trier tout ça. Et donc on perd aussi en efficacité. Et sur le plan personnel, eh ben, on a parfois du mal à distinguer ce qui est essentiel et de ce qui est accessoire. Il y a tellement de choses qui abondent qu'on a du mal à faire le tri. Et pour les chaînes d'information continue, ben, on sait qu'elles nous racontent pas forcément des choses très gaies, surtout en ce moment. Et c'est un peu le principe, hein, quand même, de faire tourner l'information, voilà, et on sait quel type de nouvelles passent sur ces chaînes. Et donc, on a aussi là quelque chose qui vient plomber le moral. Et plus on est dessus, ben, moins on voit aussi d'optimisme et de choses qui pourraient nous faire du bien. Donc, c'est un vrai problème, notamment chez les jeunes, avec les réseaux sociaux, puisqu'il y a énormément de choses qui passent aussi. Et donc, ça vient agir sur la santé mentale des jeunes. Alors, on va voir justement quels sont les risques pour notre santé. Alors, on commence par vous dire que Steve Jobs avait raison. Donc, les smartphones sont vraiment différents des téléphones, de la télé, de la radio, hein. Ils se démarquent par beaucoup d'aspects positifs. Par contre, ils se rappellent constamment à nous. D'accord? C'est vraiment une machine qui va arriver à capter sans arrêt notre attention. Ils la réclament et ils l'obtiennent. D'accord? Donc, pourquoi? Eh ben, vous avez peut-être entendu parler de l'économie de l'attention. D'accord? L'économie de l'attention, ça va être l'idée, alors c'est pas pour nous faire l'économie de notre attention, hein, c'est quasiment devenu un système économique à part entière. Ça va être nous faire passer le maximum de temps sur nos écrans. Alors, je parle beaucoup du smartphone parce que le smartphone, il est tout le temps là. La télé, elle est à la maison. Quand on sort, elle n'est pas avec nous. Idem pour l'ordinateur, idem pour éventuellement la console de jeu et encore. Il y a des consoles portatives, mais on va se balader en forêt. C'est difficile d'avoir la console. Par contre, le téléphone, c'est pas compliqué de l'avoir. C'est pas compliqué de téléphoner, c'est pas compliqué de répondre à un appel, un message. Donc, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des smartphones aux chevaliers, parce que c'est vraiment l'écran qui nous semble poser le plus de soucis, finalement, parmi tous les écrans dont on traite. Donc, pourquoi on va passer un maximum de temps? Vous connaissez le principe certainement des algorithmes et du marché des données. Dès qu'on va passer du temps à rechercher des choses, à s'inscrire sur une newsletter, à accepter les cookies, etc., on donne des données, on donne des informations sur nos habitudes et ces informations ensuite sont revendues à des entreprises qui vont du coup s'en servir pour nous faire telle pub, pour nous appeler, pour etc., etc. D'accord? Donc c'est une vraie marchandise pour les GAFAM en fait, hein. L'économie de l'attention. Et alors, comment ils s'y prennent? Eh bien, en activant le circuit de la dopamine. Voilà, la dopamine, hormone du plaisir qui est dans notre cerveau. Et ils vont s'en servir, ben,
Ils ont plein de petits outils. C'est issu de la captologie. Donc, dans captologie, vous avez capté. Et c'est une science qui a vu le jour, notamment du côté de la Silicon Valley. Donc, la captologie, c'est des chercheurs sur les nouvelles technologies, des neurologues et des psychologues. Et tous ces gens-là se sont mis à travailler ensemble pour chercher le meilleur moyen de nous maintenir le plus possible sur nos écrans. Alors, comment ils activent la dopamine? Eh bien, il y a plein de choses. D'abord, on a des contenus qui sont ludiques, qui sont colorés, des contenus qui sont très courts, voilà, des vidéos très courtes, qui vont souvent nous plaire d'ailleurs. Donc on va avoir envie de regarder la suivante, et puis une troisième. Et puis peut-être la troisième, elle ne nous plaira pas. Mais du coup, on va aller voir la quatrième pour voir si elle nous plaît. Et comme de par hasard, elle nous plaît. Et puis la cinquième nous plaît, etc., etc. Donc cette idée de toujours nous garder avec des choses qui nous plaisent. Ça va être le like. Le like active le circuit de la dopamine. Les trois petits points, quand quelqu'un est en train de vous écrire et que vous avez les trois petits points qui clignotent là, et ben ça active le système de dopamine. Voilà. Donc, plein de petites choses comme ça, le scroll infini qui font, que comme on aime tous, on préfère tous avoir des situations de plaisir que des situations désagréables, et ben on n'a pas forcément de raison d'éteindre nos téléphones ou nos écrans quand notre cerveau est bourré de dopamine. Donc ça, ils l'ont très bien compris. Seulement, ça va avoir des conséquences. Donc là, je vais vous présenter rapidement les conséquences. Je vérifie que je ne suis pas trop longue. Alors, au niveau des conséquences physiques, donc conséquences sur le sommeil. Donc là, on va avoir, et notamment chez les plus jeunes, on va avoir des soucis pour s'endormir. En fait, il faudrait, vu que nos écrans contiennent de la lumière bleue, il faudrait qu'on éteigne ces écrans, adultes et enfants confondus, au moins 1 heure avant de se coucher. Puisque sinon, notre cerveau, en fait, n'enregistre pas qu'on est en train de basculer sur un temps du soir et donc de basculer en mode nuit, si on peut dire. Donc, il faudrait commencer à les éteindre 1 heure avant. Chez les plus jeunes, ça va être aussi le contenu qui parfois n'est pas adapté et on va avoir des cauchemars, des réveils nocturnes, etc. Donc là, faut être assez vigilant au niveau des contenus. La vision. Alors en Chine, on a énormément d'enfants qui sont de plus en plus équipés de lunettes. Et dernièrement, je discutais aussi avec une opticienne à domicile qui me dit qu'elle équipe de plus en plus d'enfants à cause notamment des écrans. Les articulations, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui va être au niveau des cervicales, des coudes, des poignets, des pouces. Donc là, on a quand même des soucis à ce niveau-là. Et puis, la sédentarité fait qu'on a des soucis d'obésité et de risque cardiovasculaire. Sur la santé psychique, sur la santé mentale, donc là, on a pas mal de choses aussi. C'est vraiment là que c'est inquiétant. C'est bien pour ça qu'on a quand même un grand plan santé mentale cette année. Donc, on a du stress, beaucoup de stress, de l'angoisse, du stress technologique. Alors ça va être souvent dans le milieu professionnel, mais pas que. Le stress technologique, c'est en fait quand on reçoit justement ces fameuses notifications ou mails. On a beau se dire, ben tant pis, je répondrai demain. En fait, il reste quelque chose une petite voix qui nous dit oui, mais peut-être que mon patron va mal le prendre, peut-être que le client va aller voir ailleurs, peut-être que voilà, on est quand même pas tranquille quoi, avec l'idée que ben là c'est un temps personnel, j'ai fini ma journée de travail et je réponds demain. Il y a aussi une certaine exigence aussi des gens à ce qu'on réponde vite et tout le temps. Voilà, même au niveau familial. On vous envoie un message, vous répondez pas tout de suite, c'est qu'est-ce que tu faisais? J'ai pas forcément le téléphone avec moi, quoi. Donc voilà, ça crée comme ça une attente envers nous qu'on peut plus ou moins bien vivre. Le FOMO, alors là, je m'excuse pour l'accent d'ores et déjà. Le FOMO, c'est un acronyme qui vient de l'anglais, c'est Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Donc là, on va le retrouver chez un peu tout le monde, mais beaucoup chez les jeunes, chez les 18-24 ans, parce que ça va être la peur de louper une info sur les réseaux. Ça va être la peur de louper peut-être un rendez-vous, parce qu'un rendez-vous instantané, j'étais pas sur mon téléphone, j'ai loupé le regroupement des copains. Ça va être une vidéo, vous savez, ces vidéos éphémères,
et ben je l'ai pas vu et du coup je peux pas en parler le lendemain. Voilà, il va y avoir vraiment une peur de ne pas avoir l'info qui vient. Et ça crée aussi quelque part une addiction puisque on va toujours vérifier, 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 vérifier. Donc, toujours aussi, là, beaucoup chez les jeunes, l'envie, la jalousie, la tristesse liées aux réseaux sociaux. On a des vidéos, hein, notamment d'influenceurs qui nous font croire que tout est beau, que leur vie est magnifique, etc. Et que quand on est en recherche soi-même déjà de son identité, de sa vie, qu'on est un peu perdu, l'adolescence, c'est quand même une période qui est assez compliquée. Donc, quand on est déjà nous, enfin, quand eux, ces pauvres ados, sont déjà dans quelque chose de, voilà, dans un développement qui leur pose énormément de questions, et ben, chez certains, le fait de voir des vies qui ont l'air complètement merveilleuses, mais que finalement on n'atteint jamais, et ben, ça peut aussi venir agir sur leur santé mentale. On a la baisse de l'efficacité. On a beaucoup aussi de gens qui disent, oh, bah, nos jeunes maintenant ils sont super efficaces, ils arrivent à répondre à un mail, à un texto, ils téléphonent en même temps, etc., etc. Oui, mais en fait on a beaucoup de chercheurs qui sont en train de montrer que c'est au contraire une baisse de l'efficacité, que tout ça, le fait de faire plein de choses en même temps, ça mène à une baisse de l'efficacité. Vous êtes en train de répondre à un mail, vous avez le téléphone qui vous envoie un message, vous allez y répondre, et bien il vous faudra 20 minutes pour vous reconcentrer pleinement dans la tâche. Et de plus en plus, on entend des gens qui disent, mais j'ai l'impression de ne rien faire. J'ai l'impression que mes journées filent, je ne vois pas le temps passer, et en plus j'ai l'impression de ne rien faire. Ben voilà, c'est aussi lié à ça, à la multitâche qui fait qu'on est finalement concentré peu de temps et que ben du coup moins efficace dans son travail. La nomophobie, c'est la peur de perdre son téléphone ou de ne pas l'avoir avec soi. On a une intensification du sentiment d'urgence, hein. Il faut toujours tout faire très vite, tout le temps, tout le temps. Donc aussi, ça mène aussi à de l'impatience. Et puis, on a des difficultés à s'adapter, à prendre du recul. Et ça, toujours pareil, chez les jeunes, on a une observation qui est assez nette sur un phénomène qui est que les enfants, ados, jeunes ont de plus en plus de mal à s'adapter à l'imprévu et du coup à en tirer ben déjà le meilleur et à pouvoir s'adapter à la situation. Voilà, parce que ben, à force d'être tout le temps dans quelque chose qu'on connaît, avec l'algorithme, avec des choses qui nous parlent tout le temps, et bien dès que on a un élément un peu perturbateur entre guillemets qui vient, et ben c'est plus difficile de s'adapter. Et puis, il y a ce qu'on a appelé les dommages collatéraux. Donc là, on est aussi sur des choses qui sont assez extrêmes, mais malheureusement, ça existe. La perte des relations sociales et l'isolement, ça arrive pour certains. Les difficultés financières, donc là, on peut avoir l'accès à tout type d'achat. Donc, ça peut créer de l'achat compulsif. Ça peut être les sites pornographiques qui du coup aussi font que ben là aussi il va y avoir une certaine addiction au fur et à mesure où on va y aller. C'est lié avec le troisième point sur les prises de risque, les MST, d'accord, où on peut ben, faire des rencontres très vite, avoir des relations très brèves, où on va pas forcément ben, se protéger ou être prudent par rapport à ça. Et puis la perte du permis de conduire et de son emploi. Donc là, je vous ai mis les derniers chiffres de la préfecture de Haute-Savoie qui mène une campagne là-dessus. Si vous allez voir d'ailleurs sur ce site, ils ont mis un petit simulateur où ils vous demandent de lire le SMS que vous recevez au téléphone et ils vous disent combien de fois, enfin pardon, combien de secondes vous avez mis à lire le SMS. Voilà. Et bon, évidemment, dans leur vidéo, on finit par percuter quelqu'un. Mais même si ça n'arrive pas dans la vraie vie, en tout cas si ça nous arrive pas tous les jours, je veux dire, le fait parfois juste de se dire on a le téléphone à côté, de jeter un œil comme ça, clac, 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 ben on se rend compte qu'en fait on n'est plus concentré sur la route. Voilà, donc téléphoner au volant, ça multiplie par 3 le risque d'accident, et écrire un message, on multiplie par 23. Donc il y a quand même là aussi quelque chose à mener par rapport à ça. Et c'est tentant, hein, quand on a le téléphone à côté, c'est vraiment tentant d'aller regarder. Vous avez même des écrans qui vous affichent vos SMS. C'est dangereux et pourtant, c'est là aussi attractif, quoi.
Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aimerait être un petit peu moins accaparé et retrouver du temps à soi? Donc, j'ai plein de solutions pour vous. Voilà, c'est une phrase qu'on aime bien au Chevalier du Web. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut essayer de ne pas perdre le temps qui reste. Et là, bah, il suffit de faire appel un peu aux chiffres qui circulent sur notre consommation d'écran et sur le temps qu'on y passe. C'est énorme. Il y a, c'était West France qui avait fait une étude il y a peut-être 2 ans. Si on mettait tout le temps cumulé pour un adulte, donc on n'est même pas sur les 18-24 ans qui ont une moyenne bien supérieure à la nôtre, mais si on mettait tous nos temps cumulés, je crois qu'on passait 15 ans de notre vie devant les écrans tout confondus. Bon, quand on prend là aussi le temps de réfléchir à ça, c'est quand même assez effrayant. Alors, quand on veut effectivement agir par rapport aux écrans, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est la prise de conscience. Ben, c'est un peu comme quand on veut se mettre au sport, quand on veut arrêter de fumer, tout ça. Voilà, il faut se dire bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie, quel est mon comportement et qu'est-ce que j'ai envie par rapport à ce comportement. Donc d'abord, on peut se poser la question du temps qu'on passe. On peut être surpris, on peut avoir l'impression de passer beaucoup de temps et finalement pas tant que ça. Et l'inverse, évidemment, est aussi possible. Alors pour ça, c'est assez facile. Vous pouvez aller dans les paramètres du téléphone. Il y a un onglet qui s'appelle le bien-être numérique. Et sur cet onglet, vous allez trouver le temps que vous passez par jour. Et en plus, c'est le pourquoi faire. Vous allez savoir sur quoi vous passez du temps. Donc, si vous passez du temps sur votre messagerie parce que c'est du professionnel et que c'est sur votre temps professionnel, j'ai envie de dire, ça fait partie de votre job, pas de souci. Si par contre vous êtes à 3 heures sur les réseaux, là, vous pouvez commencer à vous demander effectivement s'il n'y a pas une autre manière de fonctionner. Vous pouvez voir à quel moment vous utilisez votre téléphone. Là, c'est pareil. Est-ce que c'est un moment où je suis seule et je suis voilà, j'ai envie de passer ce moment tranquille et, et j'en profite. Est-ce que finalement je prends mon téléphone à n'importe quel moment dès qu'il sonne, je suis dessus? Est-ce que c'est un réflexe? Voilà, j'ai rien à faire, je suis entre deux activités, je suis très concernée par ce cas-là, je m'en rends compte, je suis en train de faire une activité, je vais passer à une autre, et ben je vais aller vérifier que j'ai pas un message, alors que il y a une chance sur deux qu'il n'est pas tilté, sonné, etc. Et l'état émotionnel, je vais vous montrer un petit exemple de témoignage. Donc voilà, donc déjà faire le point sur où vous en êtes, parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc ça peut être déjà un diagnostic, un autodiagnostic. Voilà, et on vous dit de tenter d'identifier le déclencheur. Donc à chaque moment, vous allez choisir, enfin prendre votre téléphone, la petite question, pourquoi je le prends? Voilà, et là vous allez voir, est-ce que c'est justifié parce que du coup vous avez entendu votre téléphone sonner ou vous avez entendu le message, etc. Est-ce que, là encore j'en reviens à ça, mais est-ce que c'est un réflexe? Est-ce que vous vous ennuyez? Et parfois, on s'ennuie, on a envie voilà, d'aller voir un petit peu. Essayez de voir qu'est-ce qui vous fait aller vers votre téléphone. Voilà, on a Laure qui nous dit, j'ai remarqué que j'étais tendue avant de prendre mon téléphone. Voilà, c'est pas du stress, c'est une petite pointe d'anxiété qui se calme une fois que j'ai consulté tous mes messages, mails et notifications. Ensuite, il va falloir créer les conditions de sa réussite. C'est se donner les moyens mais à votre niveau. Voilà. Encore une fois, je reprends l'exemple de la cigarette. Vous fumez 3 paquets par jour. Vous n'allez peut-être pas vous dire, ça dépend de chacun, vous n'allez peut-être pas vous dire que vous allez tout arrêter d'un coup. Vous êtes à une cigarette par semaine, peut-être que là, on peut se dire, allez, hop, je m'arrête. Donc, pour le téléphone, c'est pareil. Si vous êtes sans arrêt, et les écrans d'une manière générale, si vous êtes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dessus, une fois que vous avez fait le point, vous voyez, déjà, quelle est votre motivation? Est-ce que c'est parce qu'on me dit qu'il faut faire ça? Est-ce que c'est parce que vraiment j'en ai marre et je veux récupérer du temps pour moi? Est-ce que là je sens que vraiment ça tire, bon je sens qu'il faut que je fasse quelque chose. Voilà, à vous de voir quelle est votre motivation, c'est important. Vos besoins, vous mettre des objectifs assez atteignables, d'accord? Et peut-être les augmenter petit à petit. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Et quel temps vous vous laissez? Voilà, est-ce que vous laissez, je ne sais pas, un mois, une semaine, vous voulez que ça aille vite, voilà.
Et peut-être qu'on va se mettre des objectifs à la semaine, petit à petit. Mais soyez indulgents avec vous-même, selon vos possibilités et votre rythme de vie. Voilà. Quand on a 3 enfants à gérer avec les activités, l'école, le collège, qui demande évidemment à ce qu'on aille voir les devoirs sur le NT, etc., plus le travail, bon, on a le droit aussi, à un moment donné, d'être indulgent avec soi. Alors, la clé, ça va être l'équilibre. Voilà. On sait que c'est pratique, le téléphone, qu'on peut plus faire sans, hein. On a de toute façon maintenant des tas d'applications, des tas de sites institutionnels qui nous demandent de passer par les écrans. Donc on va pas. Et c'est un côté très pratique, hein. Je veux faire mon drive, ça m'évite de courir les magasins, etc. Ça, on va certainement pas le remettre en question. Un écran de loisir de temps en temps, c'est top. Voilà, un film en famille, même 30 minutes de jeux vidéo, un peu de tablette. Voilà, on a envie aussi de se vider la tête, etc. Pourquoi pas? Mais après, ça va être l'idée d'équilibrer nos pratiques et de voir comment je fais entre l'écran et le reste. Voilà. C'est comme quand on nous dit d'équilibrer notre assiette, c'est pas mettre un tiers de ci, un tiers de ça et un tiers de ça. Voilà, il va y avoir un équilibre à trouver, moins de gras et puis peut-être plus de légumes. Là, c'est pareil, on va voir un petit peu comment on peut équilibrer. Alors, une des clés, ça va être de bouger. Voilà. Marcher, courir, faire du sport. Voilà, l'idéal plusieurs fois par semaine. Et si vous pouvez le faire à plusieurs, alors si vous aimez le faire seul, c'est très bien, mais parfois, quand on n'est pas très motivé, de le faire à plusieurs, on s'auto-motive. Ça peut être pas mal. Mais bouger, ça va être très, très important. Voilà, de choisir une activité qui plaît vraiment. Moi, j'ai mis une activité de quelqu'un qui court, mais ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, ça peut être de la piscine, ça peut être une activité de sport collectif, ce que vous voulez, une salle de sport, du moment que ça vous plaît vraiment, que vous ayez vraiment la motivation d'y aller, hein. Programmez ces moments parce que justement les vies qu'on mène à l'heure actuelle, hein, c'est vraiment ça peut faire partie des choses qu'on zappe assez vite, qu'on remet à demain alors que on en a besoin, hein. Et se fixer des objectifs à son niveau. Prendre soin de votre sommeil. Donc, je vous disais tout à l'heure, couper les écrans, hein, au moins 1 heure avant de dormir. Si on peut, on évite que regarder ses mails ou ses messages ou les réseaux soit la dernière chose qu'on fait avant de fermer les yeux. On peut mettre son avion, et c'est préférable en mode nuit ou en mode avion. Et puis, on peut racheter un réveil parce que même si c'est très pratique, on a maintenant des réveils qui font des sonneries décalées. Donc, pas hésiter à racheter un réveil pour pouvoir mettre son téléphone en dehors de la chambre. Voilà. Une astuce rétro, à partir d'une certaine heure, vous pouvez régler le téléphone en noir et blanc. Donc là, il faut aller dans les réglages, dans l'accessibilité, et vous allez avoir adapté l'affichage et filtre de couleur. Voilà. Et là, vous essayez de trouver une nuance de gris. Et il a été prouvé que si le téléphone est en noir et blanc, on a beaucoup moins envie d'aller l'allumer, d'aller le regarder. Voilà. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la captologie, hein, de la dopamine. Le fait d'avoir des contenus colorés, d'avoir des contenus beaux, etc., ça nous donne envie d'y aller plus. Donc, si vous squeezez un peu ça, déjà les couleurs, il est prouvé que ça nous enlève un peu le plaisir d'y aller, quoi. Alors, regardez le monde qui nous entoure. Là, on est sur la vision vraiment, donc la règle du 3 fois 20. Toutes les 20 minutes, quand je travaille sur l'ordinateur, je vais regarder au loin, donc à 20 mètres, d'accord, pendant 20 secondes. Minimum tout ça, hein, d'accord? Toutes les 20 minutes, je regarde à 20 mètres, le plus loin possible, pendant 20 secondes. Voilà. Et à ce moment-là, on peut même en profiter pour bouger, hein. Donc se lever, faire aller ses jambes, pour là aussi favoriser la circulation, etc. Vous avez des lunettes qui existent avec des verres anti-lumière bleue. Pas hésiter, là aussi, si vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, ça va soulager votre vision. Pourquoi pas mettre un mode sombre en noir et blanc et éloigner les écrans des yeux le plus possible. Et je pense notamment aux enfants. Il vaut mieux qu'ils regardent un dessin animé sur la télé, d'accord, de loin, plutôt que sur votre téléphone ou sur la tablette. Si vous avez cette possibilité, vraiment éloignez leurs yeux, pardon, des écrans. Concernant son poste de travail, quand on travaille beaucoup sur ordinateur,
Surélever l'écran va permettre d'avoir donc du coup la tête qui est plutôt relevée, donc on va moins tirer sur les cervicales hein, plutôt que comme ça. Les avant-bras posés sur le bureau. On peut avoir ou une chaise de bureau ou un ballon. Voilà, moi je sais que le ballon, je l'ai essayé, ça m'a pas convenu du tout, mais il y a plein de personnes qui l'utilisent. Ça permet de bouger, ça permet de pas être statique, donc ça peut aussi permettre de dénouer un petit peu les nœuds qui sont là. Utiliser des écouteurs pour éviter d'avoir le téléphone collé à l'oreille, hein. C'est quand même beaucoup plus agréable. Faire des étirements réguliers, donc pourquoi pas toutes les 20 minutes, quand on regarde loin, on en profite, on bouge ses jambes, on s'étire, hein. Il faut pas hésiter à le faire, même 5 minutes, plutôt que de se retrouver au bout de 2 heures, 3 heures, à se tirer partout, avoir mal à la tête, aux yeux, etc. 5 minutes, ça vous empêchera pas de vous remettre au boulot après. Et puis, on va essayer de changer ses habitudes. Alors là, il y a plusieurs niveaux dans le changement d'habitude. Vous pouvez commencer par désactiver les notifications. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Et du coup, ça vous permet finalement d'aller voir vos messages, vos mails, etc. quand vous en avez envie. Quand c'est le moment pour vous. Quand peut-être les enfants sont couchés, quand ils sont occupés, voilà, quand c'est le moment pour vous. Parce que finalement, ce petit appareil-là qui nous notifie toujours tout, eh ben, c'est lui qui décide un peu, hein, quand même. C'est lui qui décide de quand il faut qu'on vienne, quand il faut qu'on regarde, etc. En désactivant les notifications, vous recevez toujours vos messages, mais du coup, c'est vous qui voyez quand est-ce que vous avez envie de vous en occuper. On peut essayer de retarder son moment le matin, le téléphone le matin, on en parlait tout à l'heure. Peut-être qu'au lieu de regarder dans les 5 minutes, on va passer à la demi-heure, ou si on en a la demi-heure, on va passer à l'heure. Et puis, on essaye de couper le soir. Et si vous êtes inquiet par rapport à vos proches, etc., vous pouvez aussi prévenir, hein. Prévenir, voilà, moi, à partir de, je sais pas, 21h, 22h, je coupe le téléphone. Donc, ne t'inquiète pas, si je ne te réponds pas, je te répondrai le lendemain. Voilà. À partir de là, dès qu'on a peur que nos proches soient inquiets du fait qu'on ne réponde pas, si on les prévient, après, ils prennent aussi l'habitude, hein. On va essayer de limiter son temps d'écran. Voilà, c'est ce que les enfants, par exemple, ont fait pendant 10 jours, là, sur les écoles, hein. Alors eux, ils ont carrément tout stoppé. Mais on peut se dire, ben là, j'ai un peu de temps devant moi, mais j'y passe 20 minutes, j'y passe une demi-heure, et après, je coupe. Et on se met l'alarme, du coup, pour éviter de se faire emporter. Se ménager des pauses dans les écrans et pourquoi pas, voilà, pratiquer le jeûne digital. On en revient à ces fameux 10 jours sans écran. Mais ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Voilà, il peut y avoir, c'est à vous de moduler aussi. Ça peut être une demi-journée. Je laisse le téléphone à la maison une demi-journée et je préviens tout le monde et je suis tranquille. Une autre astuce, c'est d'enlever les applications de l'écran d'accueil. Ce qui fait que quand on prend son téléphone et qu'on est sur l'écran d'accueil, ben, on voit pas tout, on n'est pas tenté d'aller cliquer dessus. Voilà, on a Leïla, 22 ans, qui nous dit qu'elle a choisi de limiter son temps sur les réseaux à 30 minutes par jour pendant sa période de révision. Voilà, pour les examens. Et puis, on peut se reconnecter à soi. Voilà, ça va être un petit peu en parallèle. C'est-à-dire que le fait de faire le choix de se déconnecter un peu des écrans, on va aller vers ça. Et puis le fait d'aller vers ça, peut-être que ça nous donnera aussi moins envie de les utiliser. Donc vous avez des pratiques comme la méditation, le qigong, le yoga, qui vous permettent, pendant le temps que vous êtes en train de pratiquer, de lâcher tout, voilà, et d'être vraiment centré sur vous, sur votre bien-être. Et on n'est pas, on coupe et on n'est pas du coup sollicité tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut faire une activité créatrice, musique, peinture, etc. Sortir sans son téléphone, donc je vous en parlais. Et encore une fois, si on est inquiet pour ses proches, on prévient. Voilà, pendant demain, j'aurai pas le téléphone. Tu t'inquiètes pas, je te rappelle, mais demain j'ai pas le téléphone. Voilà. Rêver, respirer, lire, ne rien faire. On peut aussi ne rien faire et s'ennuyer. Ça, c'est ce que je dis aux enfants beaucoup quand je passe dans les écoles. C'est que l'ennui est le meilleur copain des écrans. Et je pense que c'est autant chez les enfants que chez les adultes.
Euh, Quand on s'ennuie, on peut avoir tendance parfois, pouf, à dégainer le téléphone, là encore, peut-être par réflexe, aller voir si on n'a pas une notif, quelque chose. Juste se dire non, non, je touche pas au téléphone, même si je m'ennuie, voyons, qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi. Voilà. Et puis, s'accorder le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est inscrit, c'est un texte de loi, d'accord? Et la France a été un des premiers à mettre en place le droit à la déconnexion. Ça veut dire que vous avez le droit de ne pas répondre à vos mails, à vos appels, quand vous êtes hors temps professionnel. Voilà. Et en tout cas, votre patron, votre supérieur, etc., peut vous envoyer lui des mails, il n'y a pas de souci, mais vous n'êtes pas tenu d'y répondre. Après, chaque entreprise va mettre en place, parce que la loi a quand même prévu que les entreprises puissent aménager, etc. Mais la base, c'est déjà ça. Donc, pas de panique, si vous ne répondez pas, vous avez le droit. Et puis, on peut reprendre le fameux plan, la fameuse carte hein, de ville, l'atlas routier. Il y a quand même là aussi des études qui sont sorties dernièrement en disant qu'on perdait nos capacités de repérage dans l'espace grâce au GPS, enfin à cause du GPS. Alors le GPS, moi j'adore, c'est formidable, enfin on va pas se mentir non plus, hein, notamment quand on est dans les grandes villes. J'ai souvenir quand j'étais gamine de grands moments dans la voiture familiale où ma mère ou mon père étaient avec le plan, l'autre en train de conduire et ça partait forcément en cacahuète parce que on s'était trompé, etc. Bon, ben là, le GPS, c'est quand même un outil formidable. Hein. Par contre, quand on est sur les grands axes, eh ben pourquoi pas, on sait qu'on va passer par telle ville, telle ville, telle ville, et on peut l'allumer peut-être uniquement sur les grandes villes. Pourquoi pas? Il faut le prendre comme un jeu, comme un essai, mais c'est vrai qu'on est quand même en train de perdre ça, donc essayer de, voilà, de pas tout laisser de côté quand même. Voilà. Et puis, on peut se lancer des petits challenges pour finir. Voilà, on peut, par exemple, déposer son téléphone dans une boîte ou dans un placard quand on rentre à la maison. Alors, nous, on l'a eu fait à un moment et puis on s'est laissé redéborder et donc régulièrement, on essaye de le remettre en place. Et rien que le fait de mettre le téléphone dans le placard et de fermer, eh ben, ça fait du bien. Voilà. Et on est moins en train, on l'a pas en champ de vision. Et donc, du coup, ben, le réflexe, justement, il s'en va quand même beaucoup plus parce que on n'est pas en train d'aller ouvrir le placard pour regarder. On peut sortir donc sans écran, on peut essayer de ne plus regarder les réseaux pendant 3 jours. Pourquoi pas les réseaux, pourquoi pas, je ne sais pas, moi, un site que vous adorez, mais vous n'y trouvez rien de particulier. Bon, ben là, peut-être on peut essayer de couper. Et puis, bon, ben voilà, j'invite un ami de regarder un écran. À vous de vous lancer le challenge là aussi qui vous correspond, qui va permettre que vous soyez aussi en réussite. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est créer les conditions de sa réussite. Si on commence par quelque chose de trop compliqué, et ben du coup on va vite se décourager. Et puis vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez lâcher des choses et puis ça va revenir. Et puis hop, il faudra se repositionner. Mais voilà, on est tous capables de voilà de faire attention à sa santé, même avec les écrans autour de nous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je crois que j'ai respecté le temps imparti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie réservée dans la discussion. Si je retourne un peu au début, il y avait quelques questions parce qu'on a parlé des filtres, donc noir et blanc, anti-lumière bleue, mais est-ce que la forme de l'écran, curvé ou plat, change aussi au niveau visuel? Alors ça, c'est une excellente question. J'avoue que je sais pas répondre à la question. Là, je sais pas. Désolée. Ouais. Non, je vais vous dire une bêtise. Vraiment, je sais pas. Peut-être vous renseigner si vous hésitez sur deux types d'écran. Peut-être vous renseigner auprès du vendeur. Euh, mais là, vraiment, là, je suis désolée. Je sais pas répondre à cette question. Bon, c'est pas grave. Et après, une autre question qui était apparue, c'était pourquoi les écrans exercent-ils une telle fascination, quel que soit l'âge? Hmm. Et ben justement, par rapport à... Alors, il y a là encore différents types d'écrans, mais c'est toujours lié au système de dopamine, en fait.
Voilà. C'est toujours cette hormone du plaisir. Par exemple, les jeux vidéo, si on prend les jeux vidéo, ben c'est super agréable de gagner, quoi. C'est super agréable de gagner, c'est super agréable de jouer. Moi, j'ai des super souvenirs de moments en famille sur des jeux vidéo. Euh, et puis, il y a aussi, à l'inverse, quand on perd, il y a ce besoin de ben, quand même recommencer, recommencer pour essayer justement de retrouver cet état où on se sent bien parce que la dopamine est activée. Vous allez sur les réseaux, c'est pareil, il y a quelque chose de fascinant et puis ça va vite et puis ça passe et puis il y a toujours quelque chose de nouveau, donc il y a la curiosité qui est là aussi. À l'heure de l'algorithme, on a aussi le fait de se sentir compris, de se sentir, on se sent plus seul en fait, parce que bah, l'algorithme nous met en lien avec des contenus et du coup avec parfois des gens aussi qui pensent comme nous. Et ça, malheureusement, ça a aussi un effet qui est assez dévastateur parce que à force d'être que entre soi, eh ben, ça développe beaucoup d'intolérance en fait, hein, ce sentiment d'intolérance à l'autre. Dès que quelqu'un pense plus comme nous, ben, du coup, on n'est plus tout à fait d'accord. Et en plus, caché derrière son écran, on peut se permettre malheureusement de dire beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment ce système de dopamine qui est à l'œuvre, quoi. Après, ben, tout ce qui est aussi cinéma, etc., c'est plaisant, hein. C'est plaisant, c'est de l'art. Il y a aussi quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense que à chaque niveau, tout est bien étudié pour nous faire rester collés aux écrans. Mm. Et pour finir avec une dernière question, hop, est-ce que vous pensez qu'il y a un temps quotidien considéré comme acceptable pour un adulte et pour un enfant? Alors, le temps, c'est pas que le temps. Il y a le temps et il y a ce qu'on y fait. Voilà. Les enfants, alors là, jusqu'à présent, il y avait une recommandation qui disait pas d'écran avant 3 ans. Ils sont en train de monter à 6 ans. Voilà, pas d'écran avant 6 ans. C'est très compliqué. Pour une expérience personnelle, j'ai mis mon fils chez la nounou et c'est là qu'il a vu ses premiers dessins animés. J'avais du mal à dire à la nounou, bah écoutez, non, je veux pas qu'il regarde des dessins animés alors qu'il y avait deux autres gamins, que c'était son fonctionnement, etc. Donc on est aussi parfois obligé de lâcher un peu sur ses principes et ben peut-être qu'on continue à les tenir à la maison, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour dire que c'est pas toujours évident de voilà d'être en accord avec ce qui est dit. Mais malheureusement non, c'est bien, mais ils sont voilà en train de déplacer le curseur sur 6 ans. Et puis ensuite, ça va être qu'est-ce que l'enfant y fait ou qu'est-ce que vous faites le reste du temps. Si votre enfant il regarde, je sais pas moi, deux dessins animés de 20 minutes, on est à 40 minutes. Si le reste du temps il fait autre chose, même si après il se refait 20 minutes de console, bon, on n'est pas sur des choses complètement aberrantes. Si par contre il a passé toute sa matinée devant l'écran ou toute son après-midi, et puis qu'à côté, ben, il n'a pas tellement bougé, qu'il n'est pas sorti, vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre là aussi, plus que finalement de temps réel. Après, voilà, moins quand ils sont vraiment jeunes, moins ils vont passer de temps et mieux ce sera, hein. À vous de timer. Et puis maintenant, avec les replays, on a quand même cette possibilité de dire, ben, là, c'est ce dessin animé, on sait que ça dure 20 minutes. Voilà, c'est pas on n'est pas obligé de mettre la chaîne en continu justement de dessin animé. On peut choisir et puis en plus on peut dire à l'enfant, voilà, on n'est pas du coup pris en porte-à-faux à vouloir éteindre absolument. On lui dit, tu as le droit à un dessin animé. Quand c'est fini, tu prends la télécommande, tu éteins. Et là en plus on le responsabilise. Et puis il n'y a pas de négociation. On a dit avant tous les deux. Voilà, c'est un dessin animé ou c'est deux en fonction de l'âge, etc. Après, chez les plus jeunes, ça va être aussi accompagné. Les écrans, de toute façon, ils font partie de notre vie, de notre quotidien. Et l'idée, ça va être vraiment d'être dans la discussion, notamment chez les ados, chez les jeunes, dans la discussion. Tiens, bah, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Sur quel réseau tu vas? Pas évidemment en mode enquêteur, hein, mais vraiment être dans un partage, parce que peut-être que votre enfant, votre ado, ça lui fera plaisir de vous raconter le jeu de plateau sur lequel il est en ce moment avec ses copains. Voilà, et c'est quand même en étant dans l'accompagnement plutôt que dans la sanction, la restriction, qu'on va réussir à les accompagner, puisque de toute façon,
ils en auront l'utilité. Et nous, ça va nous rassurer parce qu'on sait qu'on peut se faire confiance et qu'on peut lui faire confiance et que s'il y a un problème, il viendra nous parler. Parce que là, on ne l'a pas abordé, mais ça sera peut-être l'objet de notre sujet. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles il faut qu'ils fassent attention, nos jeunes, que bon, si on peut être là pour les accompagner, il vaut mieux quand même. Bah, super. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre intervention. Je Eh bien, pense que ça merci à a vous. beaucoup plu. Et maintenant, c'est à nous de jouer, je pense, à tous, enfin, nous sommes tous concernés. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée.